Voilà, vous l'avez suivi en direct, 7e rencontre du président de la République avec les maires de France, cette fois-ci avec les maires ruraux de France. Un peu plus de 3 heures d'échange dans cette ville d'Indre, Gargilès-Dampierre. On en parle avec mes invités. Bonjour Sarah El Haïry, vous êtes députée de Loire-Atlantique et porte-parole du MoDem. Merci d'être avec nous. Bonjour Anne Herry, vous êtes maire Les Républicains de Chevreuse. Et vous, Christophe Bouillon, député PS de Seine-Maritime. Damien Fleureau, d'abord, pas de marathon politique. Bon, ça a été long quand même, un peu plus de 3 heures, c'était prévu autour de 1h30 au départ. Mais pas de marathon de 7 heures comme le président nous a habitués. Non, semi-marathon. Donc. C'est ça. Ils ont dans l'entourage du président de la République, expliqué au chef de l'État que s'il prenait beaucoup de plaisir dans ses échanges avec les élus, avec les maires, avec les représentants des exécutifs locaux sur les territoires, eh bien, il était sans doute utile de raccourcir ces face-à-face, notamment parce qu'il y a un sujet qui monte et on commence à dire dans les formations politiques d'opposition que eh bien, le président de la République occupe trop d'espace médiatique avec ces moments qui sont diffusés sur les chaînes d'information en particulier, même si le temps de parole est comptabilisé et que quand il s'exprime, il y a aussi des maires, parfois d'opposition, qui s'expriment. Et puis, nous donnons la parole ensuite aux représentants de l'opposition et de la majorité. Et on rappelle, c'est un tiers parole présidentielle, un tiers opposition et voilà. Un tiers de la majorité. Donc, la volonté à l'Élysée de changer un tout petit peu le format, même si finalement, il faut être un peu un expert de ces débats pour comprendre et voir que ces échanges ont été plus courts aujourd'hui. Il y a eu une déambulation ce matin. Emmanuel Macron poursuit sa visite sur le terrain en se rendant à l'aéroport de Châteauroux où il va rencontrer des chefs d'entreprise sans caméra cette fois-ci, peut-être pour une parole plus libérée et aussi pour éviter d'occuper l'espace médiatique. Voilà, donc débat en 2 temps. Christophe Bouillon, je me tourne vers vous parce que vous êtes président aussi de l'Association des petites villes de France. Est-ce qu'il y a une fracture aujourd'hui entre justement ce monde rural, ces maires ruraux et l'exécutif, voire même les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille? Est-ce qu'il y a une vraie fracture? Alors, cette fracture, elle n'est pas nouvelle. D'ailleurs, c'est le point de départ du mouvement des Gilets jaunes. Souvent, c'est l'expression d'une difficulté vécue et un sentiment très fort, à la fois d'abandon, de déclassement, dans ce qu'on appelle la périphérie ou en lisière des grandes agglomérations. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a là des habitants qui ont vu partir des services publics, qui tous les jours doivent faire des kilomètres pour aller travailler et qui ont le sentiment, quelquefois, que leurs efforts ne sont pas payés en retour, puisqu'ils n'ont pas chez eux, lorsqu'ils reviennent après le travail, les services tout simplement qu'ils attendent. C'est ce que vous entendez, vous, sur le terrain? Ce sont les remontées que vous avez? C'est les remontées qu'on a. On a participé, tout comme l'Association des maires ruraux de France, à une mise à disposition auprès des citoyens de forme de cahier de doléances, en tout cas la possibilité de dire des choses. Et ce qu'on voit remonter, en effet, c'est un besoin très fort de pouvoir d'achat, mais aussi de services publics, d'accès aux soins. Et c'est la raison pour laquelle l'Association des petites villes de France avait très tôt voulu, au tout début de ce débat, c'était le 15 janvier, mettre sur la table un contrat territorial, c'est-à-dire une liste de propositions qui émanent non seulement de ce qu'on a entendu auprès des citoyens, mais la proposition des maires. Parce que c'est une bonne chose de redécouvrir le rôle essentiel que jouent les maires, mais c'est quand même utile aussi de savoir qu'ils ne sont pas là les mains vides, ils ont des propositions, et en la matière, on voudrait maintenant qu'elles aboutissent à une prise de décision. Anne Herry, on est au 7e débat du président de la République. Il essaye de renouer la confiance avec ses maires qu'il a oublié, selon vous, que l'exécutif a oublié. Je rappelle qu'il n'était pas allé au Congrès des maires de France, mais qu'il avait reçu ces quelques 2000 maires à l'Élysée, si je ne me trompe pas. Il refait le job, entre guillemets? Je crois que c'est une nécessité, oui. Il s'est aperçu que tout seul, le chemin serait certainement beaucoup plus semé d'embûches. Et aujourd'hui, il a la preuve qu'il était nécessaire de revenir vers les exécutifs locaux, vers les élus locaux, également les départements, les régions. C'est une main tendue. Maintenant, je reste un petit peu, on va dire, sur la défensive quant à ces formes de débat, puisque l'échange, vous le voyez, est assez limité. Les maires ont de très nombreuses propositions à faire, les élus locaux en général. Alors limité, ça dure quand même 3 heures, parfois ça dure 8 heures. Tout à fait. Alors, pas limité dans le temps, mais dans le format, puisqu'on retrouve quand même, les sujets sont assez redondants. Et à chaque proposition, la réponse la plus entendue et on va regarder, je suis d'accord, et puis derrière, aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. En dehors de nous dire que souvent, il est d'accord exactement sur les préoccupations que vous remontiez. Et je pense qu'une des principales qu'on vit tous au quotidien, et pourtant je ne suis pas dans une ruralité très reculée en France, c'est la désertification médicale. Ça reste vraiment une préoccupation très importante.
Et on nous répond, je vous ai entendu, on en est conscient, mais aujourd'hui on ne voit rien sortir de ces débats. Il en a parlé d'ailleurs de cette désertification médicale, puisqu'il a été interpellé par une mère sur la mère de Blanc, sur cette maternité de Blanc qui avait fermé. On va l'écouter dans un instant. Mais avant, Sarah El Haïry, est-ce qu'il vous a convaincu, le maire, dans ces débats, dans cette démarche, ou alors est-ce que vous êtes comme Anne Herry en train de penser que voilà, c'est finalement, il justifie ses propositions, il justifie son quinquennat, mais qu'il n'écoute pas? Non, c'est pas ce que je vois du tout, et c'est pas ce que je vois également dans les grands débats qui se passent sur nos territoires. Moi, ce que je vois, c'est un président de la République, et ça ne va pas vous étonner, qui tient sa parole. Il a dit qu'il ferait un certain nombre, qu'il participerait aux grands débats, c'est ce qu'il fait. Et quand il discute avec les maires ruraux et finalement il est d'accord, heureusement. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que ce constat, nous le partageons tous, que ce soit, je viens du Modem, au Modem nous avons un certain nombre de maires, territoires ruraux ou plus urbains, mais cette fracture territoriale, Chirac en parlait déjà, c'est dire qu'elle est ancienne. Et les questions aujourd'hui qui s'aggravent, c'est quoi? Les questions de mobilité. Et quand on parle de services publics, il y a beaucoup de sujets derrière. Comment on peut garder une relation humaine au moment où on voit des services publics entiers devenir numériques? Attention à la fracture numérique, qui finalement rendrait encore plus loin nos citoyens. Et c'est là la réflexion, c'est comment on peut inventer un nouveau service public de demain, c'est-à-dire sur nos territoires. Moi, j'ai un territoire en partie rural, dire qu'il y ait peut-être aujourd'hui des services publics plus polyvalents, des gens qui sont en capacité de répondre sur les impôts, mais également en secrétariat de mairie, mais en fait avec une capacité à accompagner. C'est ça ce qui compte, c'est avoir des gens qui puissent nous répondre sur nos territoires. Mais réduire la fracture de mobilité, c'est la pire, c'est celle qui fait qu'on se sent loin. On va écouter justement dans un instant ce qu'a dit cette maire de Blanc, mais avant on va partir sur le terrain, vous retrouver Loïc Signor, bonjour, vous êtes dans l'Inde, vous avez suivi évidemment cet échange avec les maires. D'abord le président de la République, et un deuxième temps, il y a un autre débat qui se prépare, celui avec des chefs d'entreprise cette fois, c'est ça ? Loïc, est-ce que vous nous entendez? Alors, on va revenir vers vous dans un instant. Ah, vous nous entendez. Alors, est-ce que, du coup, ce que je vous disais, le président de la République est attendu pour un deuxième débat avec des chefs d'entreprise, c'est ça ? Oui, un deuxième débat qui a pris beaucoup de retard, évidemment, avec cette déambulation qui a pris beaucoup de temps ici à Gargilès, puis ce débat auquel vous avez pu assister avec les élus locaux. Oui, il y a ce deuxième débat qui sera cette fois-ci à huis clos, avec une cinquantaine de chefs d'entreprise issus du département de l'Indre. C'est à 1 heure de route environ de là où nous nous trouvons. C'est près de Châteauroux, et l'économie entre de plein fouet dans le grand débat national, comme ça avait pu être le cas avec la jeunesse la semaine dernière. Emmanuel Macron va cette fois-ci débattre donc avec des chefs d'entreprise. Les élus locaux qui commence à sortir de cette pièce, de cette grange où avait lieu le premier débat. Et le premier à être sorti, c'est André Léniel, avec lequel Emmanuel Macron s'est particulièrement écharpé sur ces questions de dotation aux collectivités locales. Et il appelle le président de la République, à l'issue de ce débat, à reprendre de la hauteur. Voilà ce qu'il déclare. Il faut rappeler qu'il est membre de l'Association des maires de France, aux côtés notamment de François Baroin. Et il était le représentant de cette association lors de ce débat. Et les échanges, vous avez pu y assister, ont été particulièrement vifs entre André Léniel et le président de la République. Il s'exprime actuellement et nous essaierons de le faire intervenir tout à l'heure, mais il n'est pas convaincu par la prestation, nous dit-il à l'instant, du président de la République lors de ce débat ici à Gargilès. Merci beaucoup Loïc Signor, merci aussi à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Je trouve qu'il y a une séquence qui symbolise bien justement la crise qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est ce qu'a dit cette mère du Blanc qui parle justement de cette maternité qui a fermé. Écoutez-la. La maternité du Blanc était reconnue pour la qualité de son accueil, pour les soins qui étaient donnés. C'est un vrai drame, mais vraiment une vraie blessure pour le territoire, que d'avoir cette maternité fermée. Et donc je pense qu'il est absolument indispensable de revoir ce problème, de retrouver une solution pour recréer une maternité sur le Blanc, parce que c'est indispensable pour le territoire. Je connais évidemment le cas de la maternité, Madame le maire, et vous en avez reparlé avec beaucoup d'émotion, et je sais l'émotion que ça a suscité. Moi, aujourd'hui, même si je voulais vous faire plaisir, que la maternité du Blanc pourrait se réouvrir ou autre, je ne serais pas responsable si je vous disais ça. Vous avez très justement dit, on ne peut pas laisser des habitants, en restructurant l'offre, mais sans apporter une réponse, par exemple, en termes de mobilité.
Christophe Bouillon, c'est un vrai drame, comme le dit cette mère, cette fermeture de cette maternité du Blanc. Je rappelle qu'il y a eu un cas, c'était nos confrères de France Bleu qui l'avaient annoncé, une dame qui avait dû accoucher dans les urgences parce qu'elle ne pouvait pas parcourir les quelques dizaines de kilomètres pour aller dans l'autre maternité. C'est un double drame. C'est un drame d'abord, bien évidemment, pour les habitants de ce territoire. Que l'on connaît particulièrement, c'est une commune qui est adhérente à l'Association des petites villes de France. C'est un drame parce qu'en effet, ça peut être plus difficile pour accéder aux soins, pour procéder à un accouchement, mais c'est aussi un drame en termes d'emploi, parce qu'on ne le dit pas souvent lorsqu'on évoque la présence des établissements hospitaliers. Sur des territoires, c'est souvent le plus gros pourvoyeur d'emploi. Donc ça génère aussi des emplois induits. Donc je pense que pour ces doubles raisons, il faut faire attention. Mais est-ce que c'est pas un problème justement ça ? C'est pas un problème à partir du moment où on raisonne aussi aménagement du territoire. C'est vrai que on donne souvent comme critère, et c'est bien naturel, des temps de distance, à condition bien évidemment que tout le monde ait une voiture, à condition que tout le monde ait accès à des moyens de mobilité qui soient performants, ce qui n'est pas le cas dans tous les territoires de France. Tout le monde ne vit pas dans des zones très urbaines avec des transports en commun réguliers, etc. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, l'accent doit être mis, lorsqu'on met en place des critères de cette nature, à la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est celle qui s'exprime à travers des témoignages comme ceux-ci. Alors avant de vous donner la parole, Damien Fleureau, on va juste repartir sur le terrain, puisque Loïc Signor, vous êtes avec un maire qui était présent justement dans la salle avec le président de la République. Oui, André Léniel, premier vice-président de l'Association des maires de France, avec lequel il y a eu des échanges assez vifs entre Emmanuel Macron et vous. Bonjour Monsieur Léniel, merci de répondre à nos questions. Comment est-ce que vous expliquez ces imprécisions qu'il vous reproche quand il dit, quand il s'adresse à vous, quand on dit la moitié de la vérité, on ne dit pas toute la vérité. Il y a un problème entre l'Association des maires de France que vous représentez et Emmanuel Macron ? Écoutez, moi je ne veux pas avoir de problème. J'ai simplement fait un certain nombre de remarques et d'affirmations dont je confirme qu'elles sont la totale réalité. Et d'ailleurs, il suffira de reprendre l'in extenso de mes propos pour voir que le président de la République les a un peu transformés. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Ça, c'est tout à fait secondaire. Ce qui est essentiel. C'est comme ce qui a marqué ce débat, puisque les échanges ont été particulièrement houleux. Il a même repris le micro, il ne vous a pas laissé terminer votre question, vous accusant de ne pas être précis. Je crois que le président de la République est peut-être surpris qu'on puisse s'exprimer franchement et ne pas forcément toujours dire d'accord qu'on est avec lui. Bon, c'est comme ça. Et les maires de France, ils n'attendent pas qu'on dise qu'on est d'accord avec le président de la République quand il dit le contraire de la réalité. La réalité, c'est que nous continuons à avoir des difficultés financières dans nos communes. La réalité, c'est que nous continuons à avoir des normes nouvelles qui viennent nous coûter cher et surtout à nos concitoyens. La vérité, c'est que la tutelle administrative s'est malheureusement renforcée. Ce sont ces vérités-là. Et à tout cela, le président de la République, qui a parlé longuement, comme d'habitude brillamment, n'a pas répondu. Il a dit qu'il comprenait, mais jamais il n'a apporté de réponse concrète. Donc ce que nous demandons, nous, simplement, c'est s'il y a des accords, et il y a des accords, que nous nous mettions autour d'une table avec les ministres qu'il souhaite envoyer pour dialoguer, que nous travaillions sérieusement et surtout que nous ayons une véritable négociation. La France a besoin du sommet de la République, c'est le président. Mais elle a besoin aussi de ceux qui représentent la République du quotidien. Ce sont les conseillers municipaux, les adjoints, les maires. Et s'il n'y a pas une capacité à travailler en commun, alors c'est la France qui est affaiblie. Donc notre appel à nous, Association des maires de France, c'est de reprendre le dialogue et d'être capable de faire en sorte que nous avancions en commun au bénéfice de l'intérêt général. Et du coup, après ce débat auquel vous avez participé, est-ce que vous avez espoir que l'issue de ce grand débat national soit positive, en tout cas pour les élus locaux ? Écoutez, j'ai pour l'instant encore des doutes. C'est le moins qu'on puisse dire après les propos du président de la République, qui manifestement campe sur ses positions. J'espère que tout cela évoluera, mais ça ne peut évoluer non pas parce que le président de la République le décide tout seul du haut de son Olympe, mais parce que nous en aurons débattu, que nous aurons pu apporter nos idées au nom des 35 550 maires de notre pays. Voilà, André Léniel, vous nous avons pas que... Merci Loïc. On a eu un petit souci de connexion sur la fin de l'interview. Merci à André Léniel qui a répondu. Damien Fleureau, il nous le disait, il le disait à Loïc, Emmanuel Macron, il n'a pas répondu. Oui, alors c'est vrai qu'on est là dans peut-être un petit jeu politique. André Léniel, il faut le repréciser, il est vice-président
président exécutif de l'Association des maires de France. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que Emmanuel Macron justifie son quinquennat ou est-ce qu'à l'issue de ce grand débat national, c'est la montagne qui va accoucher d'une souris ou pas? André Léniel, il est dans son rôle de s'interroger publiquement sur l'issue de ce débat. Il voit bien qu'il y a une opération séduction du président de la République engagé dans ce tour de France des élus locaux, des maires, des responsables d'exécutifs locaux qui ont été délaissés depuis le début du quinquennat, très honnêtement. C'est vrai qu'on l'entend à chacune de ces rencontres. Il vient nous voir aujourd'hui, mais pourquoi n'est-il pas venu, par exemple, au Congrès des maires de France? Ce matin, Emmanuel Macron, il était aux côtés de Vannick Berberian, le président d'une fédération d'élus, de petits élus ruraux. Donc on voit bien qu'il y a cette volonté de la part du président de la République de recréer du lien. Ensuite, il a fait une boulette, Emmanuel Macron, pour parler un peu vulgairement, de ne pas aller à ce congrès des maires de France. Alors, il y a déjà eu par le passé des présidents de la République qui ont fait l'impasse sur ces réunions, qui sont des réunions où il y a un échange, mais qui sont aussi des réunions qui peuvent être un peu houleuses politiquement, en fonction de l'actualité. Et voilà. Et donc, Emmanuel Macron s'y rendra peut-être l'année prochaine, par contre. On imagine. Anne Herry, en tout cas, ça fonctionne, ces grands débats nationaux, puisque finalement, on voit que Emmanuel Macron, il remonte dans les sondages. Plus 6 points, hein, on va le voir. Le Premier ministre aussi remonte, plus 6 points également. Donc finalement, c'est un exercice qui favorise le chef de l'État et on espère qu'il favorisera aussi la discussion avec les concitoyens dans l'avenir. Tout à fait. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, je reste un petit peu gênée sur cette notion de débat. À mon sens, un débat, c'est un échange, c'est une co-construction. Et là, je reste toujours un petit peu dans l'attente comme vous le disiez tout à l'heure, de ce qui va sortir de ça. J'ai l'impression qu'il y a des interrogations. Qu'en face, la réponse qu'on a pour l'instant, c'est « je vous entends, on va étudier, on va regarder », mais qu'on n'a pas de réponse concrète. Et comme le disait un des maires... Est-ce qu'il ne faut pas être patient un petit peu aussi? On le sera nécessairement, mais comme le disait un des maires, et je crois que la journée s'y prête parfaitement, même si c'était très facile, c'est que maintenant, je crois que les élus locaux ont besoin de preuves d'amour. C'est-à-dire qu'on nous a écoutés, certainement, on nous a entendus, je le souhaite, mais sur quoi déboucheront tous ces échanges? Pour l'instant, je ne vois rien venir et je suis un petit peu... Sur une nouvelle vague de décentralisation, a priori, sur la remise en cause de la loi NOTRe, on a bien compris. Alors, c'est-à-dire c'est une loi qui organise les relations entre les collectivités, les relations entre les collectivités locales et l'État. Il y aura visiblement une vague de décentralisation. C'est acté pour mettre un peu de pouvoir à Paris, aux grandes capitales, voilà. Pour redonner un petit peu d'autonomie, on va dire, aux collectivités. Exactement. C'est remettre de la décision au plus proche du territoire pour permettre que la décision soit la plus juste possible et en plus d'aller un peu plus loin parce que c'était quand même dans les tuyaux, on peut le dire, dans la réforme institutionnelle de permettre la différenciation territoriale. C'est-à-dire qu'aller encore l'étape d'après, c'est que chaque territoire puisse s'organiser d'une manière un petit peu différente de son voisin, si c'est plus juste et si c'est mieux. Pourquoi on en a besoin? Parce que nos territoires, ils ne se ressemblent pas et qu'on a besoin d'avoir la prise de décision au plus proche. Pour ça, moi, quand vous dites on attend, oui, il faut. La co-construction, c'est ensemble. Pour co-construire, il faut être autour de la table. Et moi, ce que je vois, c'est un ensemble de propositions. Effectivement, nous avons bien vu... la déception s'il n'y a pas de grandes mesures qui sortent de ce grand débat? Moi, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il n'y a pas à attendre une réponse. C'est que les réponses, elles vont être multiples, pour une raison toute simple. La colère, quand elle s'est exprimée, elle n'est pas sortie d'un seul sujet. La colère, elle a commencé par la hausse des carburants. Mais ensuite, elle a révélé plein de difficultés. Les territoires ruraux, la santé, le pouvoir d'achat. Donc la réponse, ce n'est pas un sujet, la réponse, ça va être un ensemble d'évolutions. C'est un nouveau pacte social qu'on doit écrire ensemble. Et pour l'écrire ensemble, il faut que tout le monde soit autour de la table et que finalement, ça soit proposition avec proposition pour la faire évoluer et pas proposition contre proposition pour finalement aboutir à ce nouveau pacte qui permettra, je pense, à la France d'avancer et de réussir ce virage. Christophe Bouillon. On dit ensemble, mais au final, c'est quand même le président de la République qui va décider, c'est lui qui va faire les arbitrages. Et là, il y a quand même un problème, parce que c'est une bonne chose d'aller voir les élus, leur dire « dites-moi non seulement ce qui ne va pas, mais si vous avez des propositions ». Mais si après tout cela, on ne réunit pas à nouveau les élus
on est demandeur d'un Grenelle finalement. Alors on va peut-être réunir les Français avec le référendum, peut-être tout le monde parle de ce référendum. Vous savez ce grand débat, il peut servir à quelque chose si ce n'est pas un grand pardon, si ce n'est pas un grand oral, ni un grand déballage. Il faut que ça soit l'occasion qui est donnée au corps intermédiaire. On les a un peu ignorés pendant plusieurs mois, pour leur dire, écoutez, vous êtes là parce que vous représentez, non seulement vous représentez, mais vous avez des propositions. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et puis en même temps, il ne faut quand même pas ignorer que, chemin faisant, il y a quand même des textes de loi aujourd'hui qui sont discutés au Parlement. On parlait à l'instant de la question de la désertification médicale, ça tombe bien. Il y a un texte de loi sur la santé qui a été proposé hier, présenté hier en Conseil des ministres. Et je ne crois pas qu'il soit complètement rassurant sur cette question-là, parce qu'il n'apporte pas forcément les solutions d'urgence qu'on devrait attendre par rapport à cet enjeu-là. Donc on voit bien quelque part que ce qui pointe à l'horizon, ce n'est pas forcément une série de réponses, ce n'est pas forcément la possibilité pour l'ensemble des corps intermédiaires à nouveau de peser. Vous savez que Laurent Berger, il avait fait la proposition dès le départ. D'ailleurs, on aurait été bien inspiré de l'écouter dès le mois de novembre 2018, lorsqu'il proposait une sorte de grand rendez-vous sur le pouvoir d'achat, sur le pouvoir de vivre, sur le pouvoir d'acheter. Parce que vous parliez de l'augmentation de la cote de popularité du président. Il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat en attendant. Et je pense que ce qui compte avant tout, parce que c'est le point de départ quand même de ce qu'on vit depuis 3 mois maintenant, c'est qu'il faut apporter des réponses qui soient à la fois concrètes, du bon niveau. Et encore une fois, on ne peut pas se faire plaisir en allant discuter avec tout le monde et en permettant à tout le monde de discuter si au moment de la décision, personne finalement n'y est associé. Et c'est ce que demandent les élus, c'est ce que demande l'opposition, c'est ce que veulent aussi les Français, me semble-t-il. Sarah Lahiri, c'est faux la perte du pouvoir d'achat. Enfin, quand vous interrogez les Français dans la rue, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir comme réponse oui, c'est vrai, mon pouvoir d'achat augmente avec certaines réformes. Je vous l'accorde, il y a le ressenti, il y a le fruit de ces réformes qui arrivent, mais il y a surtout, et ça je pense qu'on ne peut pas le nier, une prise de conscience globale et une réponse d'urgence qui a été faite en décembre sur le budget, avec plus de 11 milliards d'euros qui ont été remis pour du pouvoir d'achat direct. Et ça, c'était une réponse d'urgence parce qu'elle n'est pas suffisante. Elle ne vient répondre qu'à l'immédiateté. Mais qu'est-ce qui arrive derrière? Et c'est ça les vraies réponses. La baisse des cotisations sociales. Et tous les Français salariés ont vu peut-être une petite augmentation, certainement pas suffisante par rapport aux besoins et par rapport aux sentiments et au retard de l'évolution des salaires. Mais quand vous demandez à les retraités, c'est pas ce qu'ils vous disent. Non, les retraités, ils vous disent, moi j'ai vu la CSG augmenter, j'ai vu mon pouvoir d'achat baisser. Et là, il y a eu quoi? Il y a eu stop. On augmente jusqu'à 2 000 € et les personnes qui sont en deçà seront soulagées. Peut-être que c'était l'overdose, c'est une réalité, mais parce qu'il y a eu prise de conscience, alors il y a eu correction. Moi, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire, quand on se trompe, eh bien, on corrige. Et c'est aussi ça, la bonne intelligence. Et la bonne intelligence, c'est aussi de dire, non, il n'y aura pas une réponse unique du président de la République. Là, nous sommes dans un temps d'échange, de construction. Chacun propose. Les débats, ils ne sont pas uniquement avec le président. Les débats sont sur l'ensemble de nos territoires. Les associations se saisissent. Alors, certains élus disent que c'est une mascarade, ce débat, et que les maires sont triés sur le volet, notamment du côté du Rassemblement national. Est-ce que c'est une réalité? Les maires qui sont peut-être présents dans les réunions avec le président de la République? Moi, j'ai envie de vous dire qu'ils se saisissent, ces maires, qu'ils organisent également des grands débats, mais surtout le vrai élément, le point central, c'est que l'ensemble des contributions sont publiques. Elles seront publiques parce qu'elles seront sur le site et elles sont téléchargeables, donc c'est transparent. Deuxième élément, l'ensemble des représentants des partis politiques sont représentés dans un comité des sages qui contrôle et qui vérifie le bon déroulé du grand débat. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, notre pays n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre à croire que jusqu'au 15 mars, peut-être nous vivons quelque chose d'important. On fera les comptes a posteriori, mais donnons-nous, saisissons cette chance qui est la nôtre aujourd'hui pour aller au bout de cette démarche. Vous faites partie de la majorité présidentielle. On parle d'un référendum le 26 mai probable. Est-ce que vous avez-vous des informations peut-être à nous donner? Nous, on est défavorable. Sur ce qui contiendrait On est défavorable à un référendum le même jour que l'élection présidentielle pour une raison toute Même jour que l'élection européenne. L'élection européenne. Soyez pas si pressés. Excusez-moi. Non, ce n'est pas ça. C'est peut-être un lapsus, mais pas du tout. Nous sommes défavorables à l'élection, à avoir un référendum sur des questions nationales le même jour que l'élection européenne, parce que cette élection, elle est
extrêmement importante. C'est un moment de début ou de fin de l'Union européenne. Et parce qu'elle est essentielle, il faut avoir ce temps pour répondre à chaque chose. Damien, a posteriori, pourquoi pas. et après, je vous donne la parole à Néris. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un débat qui divise. Il y a finalement peu de partisans pour ce calendrier, même si dans les oppositions à la majorité présidentielle, on comprend bien que le scrutin des européennes sera un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon l'avait déjà annoncé. Donc, finalement, est-ce que voter pour d'autres sujets, ça ne permettrait pas de diluer un petit peu cette opposition binaire de certains opposants au président de la République? Et puis, il faut souligner que quand même dans beaucoup d'autres pays en Europe, on vote pour des élections locales. En Espagne, Manuel Valls vise la mairie de Barcelone et ça se passe le 26 mai en Espagne et ailleurs. En Irlande, on votera pour un référendum concernant le droit des personnes divorcées. Donc le sujet de mettre 2 bulletins dans 2 urnes différentes, il inquiète beaucoup ici, mais finalement en Europe, on ne se pose pas tant de questions que ça. Anéry? Oui, d'autant qu'on l'a déjà fait pour des élections locales. Il y a déjà eu 2 scrutins en même temps. Ceci dit, moi je reste surprise aussi sur cette organisation d'un référendum, parce que pour moi le référendum c'est un outil. Alors là c'est devenu une fin en soi. On va organiser un référendum, on ne sait pas ce qu'on va poser comme question. On se dit les gens ont besoin de parler, finalement on est dans une grande psychothérapie à l'échelle nationale, les gens ont besoin de parler, on va utiliser un référendum, on ne sait pas ce qu'on va demander aux gens, mais on a pris conscience. C'est surtout une revendication des Français qui manifestent, qui sont en colère, qui s'inquiètent et qui demandent de pouvoir utiliser cet outil. Ensuite, le temps du débat doit permettre a priori de choisir, de définir le ou les questions à aborder. Je comprends bien, mais vous avez tout à fait utilisé le terme outil qui me paraît parfaitement approprié. Et c'est bien un outil pour apporter une solution et non pas une fin en soi. Le référendum, et aujourd'hui, on se dit il faut utiliser le référendum et on va réfléchir après à la question qui va être posée par le référendum. Et je trouve qu'on n'est pas dans la fonction première du référendum. Et je pense également que le scrutin européen, en tout cas en France, souffre déjà d'un manque de popularité. Ce serait certainement dommage de le diluer, et là je vous rejoins tout à fait, avec une élection qui aura certainement un caractère beaucoup plus revendicatif. Alors peut-être que malheureusement l'élection européenne souffrira de cette volonté de pour ou contre le président de la République. Je rappelle que c'est des rumeurs, ce référendum, c'est des informations, c'est pas encore sûr. Mais effectivement, les temps sont suffisamment peu clairs, on va dire, pour encore plus brouiller les cartes, et pour ma part, je ne suis pas favorable non plus. Bon, merci d'avoir été avec nous. On va partir sur le terrain. Vous retrouvez Loïc Signor. Vous êtes avec un maire, Monsieur Berberian, qui est avec vous et qui fait partie de cette association de maires, le maire de Gargilès-Dampierre. Oui, c'est le maire de la ville, l'hôte de ce grand débat national. Merci de répondre à nos questions, Monsieur Berberian. Vous êtes aussi, on le rappelle, président de l'Association des maires ruraux de France. Vous avez inauguré ce débat en vous adressant au président de la République. Vous lui avez fait part d'une déception, notamment en ce qui concerne la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, établir un nouveau monde politique, et vous lui avez reproché en fait que rien n'avait réellement changé. Est-ce que vous êtes satisfait à l'issue de ce débat de la réponse qu'il vous a apportée? Pas sur cette question précise, encore qu'il a quand même rappelé son intérêt pour que les choses ne soient pas forcément en permanence binaire. Mais c'est un long travail, parce que le pays est habitué à fonctionner de cette manière-là. Donc les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Il y a un effort à faire auprès de l'ensemble de la population, mais aussi de la politique, des partis politiques et du gouvernement. Arriver à se sortir de cette lecture un petit peu binaire. Moi, ce que je reproche, c'est qu'effectivement, un certain nombre de décisions sont votées par la majorité La République En Marche, mais qui ne sont des décisions qui sont imposées en réalité par le gouvernement ou par l'État. Alors que le Parlement est court-circuité d'une certaine manière, selon vous, par le gouvernement? Le Parlement, il est sous l'autorité, évidemment, du gouvernement et de l'État. Moi, je souhaiterais que les parlementaires puissent voter à bulletin secret, par exemple. Peut-être qu'on aurait des résultats un peu différents de ce que l'on voit parfois. À l'issue de ce débat, le 7e acte du grand débat national auquel participe le président de la République, est-ce que vous retenez, on a le sentiment que c'est toujours à peu près les mêmes questions qui reviennent de la part des élus locaux. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de répétition quand même, d'usure même peut-être des questions de ces élus qui reviennent au président de la République, notamment sur la désertification médicale? Beaucoup de questions, elles ont été nombreuses aujourd'hui sur ce thème. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'usure? Il faut dire que les situations sur un certain nombre de points sont identiques. Et donc il est normal qu'en matière de santé, par exemple, ou de mobilité, ce qu'on connaît en Normandie, on peut le connaître ici aussi dans le Berry. Et donc les élus posent les mêmes
mêmes questions et le président fait les mêmes réponses. Je pense qu'il serait intéressant de s'interroger sur les causes. Par exemple, quand on parle de la maternité du Blanc qui ferme, la question c'est pourquoi elle ferme. Elle ferme parce qu'il n'y a pas assez de naissances. Pourquoi il n'y a pas assez de naissances? Parce qu'il n'y a pas assez de population. Le train ne s'arrête pas à Argenton-sur-Creuse. Pourquoi? Parce que la SNCF estimait que c'était pas intéressant de s'arrêter là. Donc voilà, il faut peut-être repenser la question de l'équilibre du territoire, de la cohésion des territoires, une répartition plus équilibrée de la population, que les gens ne soient pas uniquement, les pouvoirs soient uniquement dans les pôles métropolitains, mais que soient mieux répartis sur le territoire. Est-ce que vous avez été satisfait justement des réponses apportées sur ces thèmes par le président de la République aujourd'hui, ou il y a encore beaucoup de travail selon vous à effectuer d'ici à la fin du grand débat? Il faut revoir les choses de manière fondamentale. Voilà, on n'est plus dans une situation où on peut, par des mesures ou par des petites corrections, répondre aux grands enjeux. Voilà, on est dans une situation où on est dans le constat que ces 20, 30, 40 dernières années ont posé des problèmes, la fracture territoriale, la fracture sociale, la fracture du discours politique, tout ça c'est une réalité et c'est pas des petites mesurettes et des petites réformes ici ou là qui vont corriger les choses, c'est beaucoup plus profond. Donc il faut prendre les sujets à la racine. Merci Véronique Berberian d'avoir répondu à nos questions à l'issue de ce grand débat auquel vous avez invité le président de la République, puisque on le rappelle, ça se passait à Gargeville, ici chez vous, dans l'Indre. Voilà pour la réaction du maire de la ville et président de l'association des maires ruraux de France. Ce n'est pas avec des mesurettes que l'on pourra sortir de cette situation de crise, nous dit à l'instant Véronique Berberian. Merci Loïc, merci également Olivier Gangloff qui vous accompagne dans l'Indre. Merci d'avoir fait